18 morts confirmés, 447 blessés officiellement recensés. Et pourtant, devant les caméras du Capitole, un sénateur républicain vient d'affirmer que ce président a apporté une paix durable au Moyen-Orient. Comment les deux peuvent-ils être vrais en même temps ? Cette scène s'est jouée dans les couloirs du Congrès, juste avant une audition du secrétaire à la guerre Pete Hegseth. Plusieurs élus républicains se sont succédés devant les micros pour défendre le bilan de cette guerre contre l'Iran, entamée depuis 5 mois. Le sénateur de l'Indiana, Jim Banks, a salué les accords d'Abraham et la destruction, selon lui, des capacités nucléaires iraniennes. Le président de la Chambre, Mike Johnson, interrogé directement sur le rôle constitutionnel du Congrès dans la déclaration de guerre, a botté en touche en évoquant un processus diplomatique en cours, avant de dériver, sans qu'on le lui demande, vers des accusations de fraude électorale concernant l'élection de 2020. On va d'abord regarder ce que ces déclarations républicaines révèlent, une fois confrontées aux chiffres officiels du Pentagone lui-même. Ensuite, on va suivre l'entretien du sénateur Andy Kim, du New Jersey, ancien diplomate ayant servi en zone de conflit, sur le coût réel de cette guerre et ce qu'il propose à la place. Les chiffres cités ici viennent des propres déclarations publiques du Pentagone et de rapports de presse américains. Les citations politiques viennent d'échanges filmés, disponibles publiquement. Le représentant Pete Sessions du Texas a été plus loin encore en se déclarant très satisfait de l'intensification des frappes, expliquant que continuer à bombarder allait, selon lui, finir par convaincre l'Iran de vouloir négocier. Voyez la faille. Cette même administration affirme depuis des mois avoir déjà largement détruit les capacités militaires iraniennes. Si c'était vrai, il n'y aurait plus grand-chose à oblitrer davantage pour forcer une négociation. Et si ce n'était pas vrai, alors les bilans de victoires successifs, eux, ne l'étaient pas non plus. Les deux affirmations ne peuvent pas tenir ensemble. Il y a une version de cette position qui mérite d'être entendue sans caricature. La doctrine de la dissuasion par l'escalade. L'idée qu'un adversaire finit par négocier seulement quand la pression devient insoutenable a des précédents historiques réels et ne relève pas d'un fantasme isolé. Le problème, c'est que cette même doctrine suppose une lecture honnête du rapport de force. Or, les propres services de renseignement américains, selon plusieurs responsables militaires qui se confient sous couvert d'anonymat à la presse, décrivent une situation où les stocks de munitions et d'intercepteurs s'épuisent, pas où l'adversaire plie. Mike Johnson, relancé sur les accusations de fraude électorale qu'il venait d'évoquer sans qu'on lui pose la question, a cité un chiffre de 280 000 non-citoyens prétendument inscrits sur les listes électorales américaines, en le présentant comme la preuve qu'une nouvelle loi électorale s'imposait. C'est un peu comme répondre à une question sur le bilan d'une guerre, en cours, en sortant, sans transition, un dossier sur un tout autre sujet. Le déplacement de sujet, à lui seul, en dit parfois plus long que n'importe quelle réponse directe. Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire, parce que l'entretien avec le sénateur Andy Kim, quelques minutes plus tard sur la même chaîne, dresse un tableau chiffré de ce que cette rhétorique de victoire coûte réellement aux familles américaines. Andy Kim, qui a servi comme diplomate en Afghanistan avant son élection au Sénat, a d'abord souligné un point structurel rarement mentionné. Selon lui, il n'existe plus, dans les faits, de véritables processus de Conseil de sécurité nationale capables de produire des évaluations sérieuses, remplacées par une communication de crise gérée au jour le jour par le secrétaire à la guerre lui-même. Le sénateur a ensuite cité un chiffre concret. Depuis le début de cette guerre, les familles américaines ont dû débourser plus de 75 milliards de dollars supplémentaires rien qu'en essence et en diesel, sans compter les dizaines de milliards de dollars additionnels engagés dans les dépenses militaires elles-mêmes. Il faut savoir aussi ce qu'Andy Kim a souligné comme contradiction la plus frappante de toutes. Au moment même où cette administration intensifie une guerre au Moyen-Orient au nom de la sécurité nationale, elle impose simultanément des droits de douane de 50% contre le Canada, l'un des plus proches alliés historiques du pays, tout en multipliant les tensions avec plusieurs partenaires de l'OTAN. Ça rappelle furieusement le Titanic, version iceberg invisible, un paquebot qui accélère en pleine nuit, convaincu de sa propre invincibilité, pendant que la partie du danger la plus grande reste précisément celle qu'on refuse de regarder, celle qui n'apparaît jamais dans les discours de victoire. Ce sentiment que vous aviez peu, être, en entendant des élus républicains célébrer
une paix durable pendant qu'un sénateur ayant servi sur le terrain décrit une guerre sans stratégie ni fin visible, que quelque chose ne collait pas entre les deux versions, ce sentiment-là était juste. Et si vous ne suivez que les déclarations de victoire depuis les couloirs du Congrès, le tableau chiffré que dresse Andy Kim, lui, vous échappe complètement. Le sénateur a aussi avancé une proposition concrète plutôt que de s'en tenir à la seule critique. Il défend l'idée d'une couverture santé automatique pour chaque enfant né aux États-Unis, un dispositif qu'il appelle Medicaid pour enfants, en réponse directe aux coupes déjà opérées dans le programme Medicaid existant. Selon les chiffres qu'il cite, 2 millions d'enfants de moins bénéficient aujourd'hui de Medicaid ou du programme d'assurance santé pour enfants par rapport à janvier 2025, un chiffre qui s'ajoute aux 4,4 millions d'enfants déjà non assurés dans le pays. Revenons à la scène du départ, 18 morts, 447 blessés officiellement recensés et un sénateur qui parle de paix durable au même micro, le même jour. Cette contradiction n'était jamais qu'un symptôme d'un problème bien plus large, où chaque déclaration de victoire s'accompagne, presque systématiquement, d'un chiffre officiel qui la contredit directement, et où chaque dollar dépensé en escalade militaire est un dollar qui ne va pas vers les familles qui, elles, sentent la guerre dans leur facture d'essence plutôt que dans un communiqué de presse. Ce n'est pas une divergence d'opinion normale entre deux camps politiques, c'est un fossé mesurable en chiffres officiels entre ce que raconte un camp politique et ce que documentent ses propres institutions. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est pas seulement l'issue de cette guerre précise, c'est qu'un Conseil de sécurité nationale, censé produire des évaluations rigoureuses pour éclairer ce genre de décision, semble avoir été remplacé par une gestion de communication au jour le jour, pendant que des familles entières perdent leur couverture santé au moment même où les dépenses militaires, elles, continuent de grimper sans limite visible, et rien ne dit que ça s'arrête là. Si les stocks de munitions continuent de s'épuiser au rythme que décrivent les responsables militaires eux-mêmes, et si le coût de cette guerre continue de grimper pendant que la couverture santé des enfants américains continue de reculer, la vraie question n'est plus de savoir combien de temps cette guerre va encore durer. C'est de savoir combien de temps un discours de victoire peut continuer à tenir face à des chiffres officiels qui racontent chaque semaine l'histoire inverse. Et ce sont toujours les mêmes, les familles qui paient plus cher à la pompe et les enfants qui perdent leur couverture santé, qui encaissent, pendant que le discours officiel, lui, continue de parler de paix durable et de victoire complète. Si vous voulez qu'on continue à suivre ce dossier ensemble, chiffre après chiffre, abonnez-vous à la chaîne. Et si cette analyse vous a été utile, un like m'aide énormément à la faire connaître à plus de monde.